on peut passer à notre 5e joueur du jour, c'est Giannis Antetokounmpo, évidemment. 35 minutes par match, 73 matchs pour Giannis, 112 de true shooting plus, donc plus 12% d'efficacité relative à la moyenne. On va en parler, sur un volume de 33%, donc on est bien au-delà de la barre symbolique, un peu des 30% d'usage, de volume de responsabilité des stars, évidemment. Pour te lancer, on est, malgré la déception, peut-être à l'échelle collective, on est sur une saison individuelle, encore une fois, de très très haut niveau. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que je disais sur Dejounte Murray, j'ai l'impression de dire ça en boucle, mais en fait, je disais tout à l'heure, Dejounte Murray, c'est pas un joueur qui a transcendé son équipe et qui a brillé dans une saison décevante. Donc, on est obligé de lui faire subir le côté collectif des Bucks. Alors, des Hawks. Fatalement, Giannis, il souffre aussi de ça. Mais c'est vrai que pour le coup, il arrive à briller dans un contexte un peu négatif. Quand tu regardes la saison globalement, je trouve que c'est l'une des meilleures de sa carrière, ne serait-ce qu'offensivement parlant. Déjà, l'efficacité qu'il atteint, elle est dans la veine de ce qu'il a fait de mieux. Quand tu regardes comment il a évolué avec Damian Lillard, offensivement, je trouve ça très très convaincant. Et Milwaukee a vraiment, je pense, eu besoin de lui offensivement cette saison. Il était peut-être moins impactant en défense, moins investi en défense aussi, mais par contre, offensivement, je trouve qu'il est vraiment, on peut dire, sur le prime de sa carrière. Donc franchement, je pense que c'est une très très bonne saison de Giannis. En plus, il se blesse pas trop, il joue pas mal, gros rôle, grosse stat brute. Enfin, franchement, il a vraiment géré. J'ai pas grand chose finalement, tu vois, à lui reprocher, si c'est du coup peut-être le petit déclin défensif. Et encore, c'est un très très grand moment pour ce qui lui arrive. Mais je pense qu'on est sur vraiment l'une des meilleures saisons individuelles qu'il a fait. Et je pense un des joueurs les plus performants de l'NBA. Là, quand je regarde, tu vois, le top 5 qui est déjà en place dans le top que t'as fait, Giannis, il est clairement dedans, il n'y a pas de doute une seule seconde. Oui, ça on est d'accord, mais effectivement, là-dessus, presque ce qu'on peut lui reprocher le plus sur la saison, à mon sens, si on voulait titiller, c'est peut-être un peu sur leur sportif peut-être. Donc c'est un peu le côté vestiaire, le côté bon voilà, s'ils ont viré Adrian Griffin, c'est que il y avait pas de Giannis derrière, hein, grosso modo. Il y avait l'affaire des chaussettes sales, tu sais. Ouais, ce que j'allais dire. Tout cet aspect-là. Et en effet, je suis pas sûr que ça a été génial dans le vestiaire, mais pour le coup, sportivement, il y a quand même moins à lui reprocher, à mon sens. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a le retour d'un niveau, notamment d'efficacité, qui est l'élément le plus important au basket, hein, qu'un jeu à somme nulle. Le niveau d'efficacité est de retour à des standards de Giannis, c'est-à-dire des standards d'élite. Voilà, clairement, j'ai dit tout à l'heure un plus 12% d'efficacité relatif à la moyenne. C'est un score incroyable sur un tel volume. Et pour dire, le truc, c'est que depuis son explosion, son prime, qui est un des meilleurs primes de l'histoire de la NBA, on est d'accord là-dessus, depuis donc l'arrivée de Budenholzer en 2019, on n'était que sur des chiffres comme ça. C'est-à-dire, on faisait du plus 15%, plus 9%, plus 11%, plus 12%. Voilà, pour vous dire, des saisons depuis 1980, depuis plus de 40 ans, parce qu'avant, on n'a pas le volume, mais depuis plus de 40 ans, 45 bientôt, des saisons à 30% d'usage, de volume, qui font un tel score d'efficacité de au moins plus 10, relatif à la moyenne. Il y en a 50, 60 à peine, pas beaucoup plus, et il en a une poignée lui-même de saisons de ce calibre. Donc c'est vraiment des standards incroyables. Et le truc, c'est que l'an dernier, on n'avait pas du tout ça. L'an dernier, on avait une efficacité qui était très décevante. C'était même la première fois moyenne, depuis son année rookie ou sophomore, je sais plus, qu'il était aussi peu efficace. Et l'explication, elle était assez simple, c'est que il forçait quand même beaucoup plus sur le jeu, sur le scoring, notamment en termes de jump shot, où ça forçait un peu 3 points et long tir à 2 points, ce qui est un peu sa faiblesse. Et tu vois, je fais exprès de développer tout ça parce que je pense que peu de monde s'en est rendu compte à quel point l'an dernier était très très loin, mais une vraie anomalie de ces standards habituels d'efficacité et de rentabilité et de productivité. Et c'était à ce point une anomalie. Et ça s'est pas vu parce que le volume a compensé, en fait. C'est-à-dire que si je te fais les 3 années 22, 23, 24, il est à 30 points par match, 31, 30 et demi cette année. Bon, ça a pas l'air de bouger. Sauf que t'as 2 années où il est hyper efficace, mais avec un volume plus réduit. Et l'année où il n'a pas été efficace, il a compensé. Et donc ça a caché en termes de points par match. Il a compensé avec un volume qui était énormissime. Mais aussi pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas Middleton l'an dernier qui était blessé. Jour l'idée, c'est pas Lillard, etc., etc. Donc il a peut-être un peu forcé en termes de. Il a été obligé de forcer. Il a aussi forcé lui avec ses mauvaises tendances de prendre des tirs qui sont pas très bons. Bref, pourquoi j'explique tout ça ? C'est aussi parce que cette année, on est de retour sur une très très belle version, une efficacité historique. On est de retour aussi sur un volume plus modeste et en plus un pourcentage de paniers assistés qui est plus grand,
qu'avant. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était à peine 43% de ses paniers qui étaient assistés, donc à peine 43% qui étaient créés par autrui. Cette année, c'est monté à 51%. Donc, tu vois, même en termes de régime de tir, ça fait aussi des tirs plus faciles. Donc, les points sont plus faciles à accumuler, hein, forcément, quand on est en finition plutôt qu'en création. Et ça, je pense qu'on le doit aussi à l'arrivée de Lillard, qui, le duo n'est pas encore parfait. On pourra en discuter, mais au moins, ça a permis d'amener un autre gros joueur, un autre joueur top 10, voire même top 5 attaquant NBA, même si lui-même n'a pas fait une grande saison. Mais je suis content de retrouver un Giannis qui a cette efficacité d'ultra élite, en fait. Bah, carrément. Et puis, c'est vrai que si tu regardes un petit peu les chiffres, que tu réfléchis un petit peu à la domination de Giannis, déjà, tu regardes la saison la plus dominante qu'il ait fait jusqu'ici en termes de points par tir tenté. C'était 2018-2019, il était à 1,3. Ouais. Tu regardes cette saison 2023-2024, il est à 1,3. Et entre les deux, tu as des saisons qui sont autour de... Du coup, qui sont dans des 1,2. Donc, c'est du 1,23, 27, 26, etc. La saison dernière, tu touches le fond, alors guillemets, hein, le fond pour Giannis à 1,2, pile. Et c'est vrai que du coup, là, il revient vraiment sur les standards les plus efficaces qu'il a connus dans sa carrière. En fait, c'est pas étonnant quand tu regardes vraiment le tableau global, où à quelle période où il a le plus shooté près du panier, 2018-19, où il prenait 66% de ses tirs, 2 tiers au panier. Et là, cette saison, il revient à ça. Donc, il se rapproche encore de sa zone préférentielle. Quand tu regardes, du coup, pareil, tu parlais des shoots sur lesquels il était assisté. La dernière fois qu'il était dans la zone vraiment des 50%, c'était 2018-2019. Et là, il y est de nouveau. Donc, en fait, il revient vraiment dans son rôle préférentiel et le rôle dans lequel il est le plus efficace. Donc, fatalement, ça fait plaisir parce qu'on revient sur, offensivement au moins, le meilleur Giannis possible. Donc, non, c'est clairement, je pense, la meilleure saison qu'il a faite depuis les saisons dans lesquelles il a été nommé MVP. Et l'impact qu'il a eu sur son équipe cette année, il était immense. Si tu retires Giannis aux Bucks, clairement, c'est le jour et la nuit, mais j'ai envie de dire c'est le cas pour tout le joueur de top 10, mais là, pour le coup, c'est vraiment, il vivait par lui. Malgré l'arrivée de Lillard, il vivait vraiment par Giannis et ils avaient besoin de lui sur le terrain pour réussir. Donc, il y a ce côté où il était 4e, je crois, du vote pour le MVP. Je sais qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce genre de choses, mais il méritait d'être considéré pour ce genre de trophée, parce que c'est vrai que sans lui, il n'y a rien derrière. Donc avoir un mec aussi efficace, aussi important, et aussi du coup impeccable par rapport à ce qu'il peut faire, je pense que c'est vraiment très 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 satisfaisant. Donc là, Giannis, on est sur, il est dans le top des saisons de 2023-2024, individuellement parlant. Malgré la déception des Bucks, on est vraiment sur le top player qu'il a toujours été dans ses meilleures années. Bah, d'ailleurs, tu parlais un peu de ça. Les Bucks sont dépendants de Giannis. Quelques chiffres, donc les fameux WOWI. Qu'est-ce que c'est WOWI? C'est With or Without You, acronyme. Donc quand les deux sont sur le terrain, Lillard et Giannis, on est à 123 d'offensive rating. Quand il n'y a que Lillard, 113, donc on est quand même plus bas, 113. Quand il n'y a que Giannis, 117. Donc voilà, pour dire aussi que voilà, les deux, ça marche bien, évidemment. Mais voilà, une attaque qui est aussi portée par Giannis, et ça fonctionne tout de même pas mal. Mais parce que voilà, on le connaît. J'ai voulu un peu développer sur cet aspect de un peu montagne russe, point par tir, efficacité, volume, etc. Mais on connaît, on va pas refaire le refrain de c'est le Shaquille O'Neal des temps modernes, c'est-à-dire le Shaq, mais qui dans l'espace actuel a un dribble en plus. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent de ce qui pouvait se faire dans les années 2000. Grosso modo, c'est le mec qui peut aller au panier, qui peut générer des dunks non assistés au panier un peu tout seul en partant depuis le périmètre, etc., etc. Ça, vous connaissez un peu le refrain, on vous le refait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect d'efficacité qui, pour moi, est primordial. L'autre aspect, c'est que je pense que on n'a peut-être pas encore vu à quel point ce duo pouvait aller haut. Parce que individuellement, Lillard a fait une saison moyenne pour ses standards. Hein. En plus, hors terrain, il a vécu un divorce, déménagement, etc. C'était pas complet, c'était pas facile, il en a parlé. Mais même sur le terrain, tu vois, on avait, au moment du trade, on a tous dit, tactiquement, c'est la folie, parce que c'est le pick and roll qui a 2 menaces, qui a 2 superstars offensives. Donc, qu'est-ce que tu fais en termes de défense? Est-ce que tu switches? Comme ça, t'autorises pas de décalage, mais chacun des deux peut punir le switch, que ce soit Giannis ou Lillard. Est-ce que tu mets la pression sur un, mais ça libère l'autre? Donc, tu mets la pression sur Lillard, ça libère un dunk facile pour aller plonger au panier pour Giannis. Est-ce que c'est l'inverse? Tu mets la pression sur Giannis, tu restes bas en restant sur Giannis, mais ça donne trop d'espace à Lillard en sortie de son pick and roll, etc., etc. Donc, il y a un peu cette théorie parfaite. Je pense que le truc sur lequel on s'est un peu planté, c'est à quel point ça peut être animé autour. Et on a vu que
Middleton, Brook Lopez, ça bouge pas beaucoup. Donc, comment est-ce que tu peux animer l'espace autour pour optimiser ce pick and roll? C'était pas parfait, mais surtout, le point le plus important, c'est la pose d'écran. On a un peu fonctionné en mode, là, je viens de le refaire. Tu vois, la théorie de qu'est-ce que tu fais en termes de couverture de pick and roll, etc. Il y a pas mal de très bons analystes. Je crois que c'est Daniel Lee qui l'a fait sur YouTube. Il montre il y a un truc qui manque, c'est la pose d'écran de Giannis, qui pour l'instant il est pas très bon là-dessus. Donc on n'a pas eu totalement ce duo qui a été déverrouillé. Mais voilà, on a quand même, j'ai voulu citer les chiffres tout de même, on a quand même des standards offensifs qui étaient assez hauts d'ailleurs. Paradoxalement, les standards et l'attaque étaient bien meilleurs avec Adrian Griffin qu'elle n'était avec Doc Rivers, mais on va pas rouvrir ce chapitre-là. L'équipe aussi était bien meilleure, mais ok, soit. Mais voilà, ça fait quand même une saison où je veux pas faire non plus le débat avant l'heure, hein, pour le coup, mais tu vois, si on prend un peu ce qui sont sans doute les 3 meilleurs joueurs du monde, 3-4, allez, si on met Curry là-dedans encore, mais Curry, Jokic, Embiid, mais je pensais surtout donc Jokic, Embiid par rapport à Giannis, c'est clairement pour moi celui qui est le plus fort dans à la fois attaque et défense, je trouve, hein, tu vois. Je pense que Jokic va taper plus haut en attaque peut-être, je pense que Embiid aussi parfois, mais Embiid peut aussi en défense, mais plus irrégulier, mais je pense que Giannis, je sais pas où est-ce qu'on va le placer au final, mais c'est celui qui est le plus compétent dans les deux à la fois, je trouve. Je suis complètement d'accord, et c'est vrai qu'il a ce potentiel d'être potentiellement l'attaquant le plus efficace de l'NBA. Le meilleur, c'est dur à dire, parce qu'il crée moins que les autres, mais le plus efficace, et être peut-être le meilleur défenseur de l'NBA sur une saison. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu associes les deux, enfin voilà, c'est évidemment dans le top du top de la ligue. Maintenant, c'est vrai que par rapport à Damian Lillard, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce duo est un peu sous-exploité, enfin mal exploité peut-être. Le jeu autour aussi, c'est vrai qu'il faut pas attendre ça de Doc Rivers, mais tu vois, c'est vrai que si le mec qui s'occupe de l'équipement la saison prochaine peut faire son taf, il y a moyen que ça performe. Si les chaussettes sont propres. Mais du coup, en fait, oui, j'ai dit, il y a un très 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 léger déclin. Enfin, j'ai mis trop de traits. Il y a un très léger déclin défensif, je trouve, de Giannis. Pas dans le sens où il est moins bon, mais dans le sens où il a eu, il était moins dans les bonnes dispositions pour impacter à ce niveau-là. Je trouve qu'il est moins impactant que les saisons où il est Depoy aussi, où il est vraiment dans le top défensif. Mais c'est subtil. Et par contre, offensivement, voilà, on est vraiment sur le prime Giannis. Donc quant à ce joueur-là, évidemment, c'est dans le top de la ligue, et c'est terrifiant. C'est juste terrifiant pour les défenses adverses. Donc c'est vrai que c'est décevant de voir cette équipe-là avoir d'aussi mauvais résultats, alors que tu as Damian Lillard et que tu as Giannis, et toutes les raisons que tu as évoquées en pick and roll qui font qu'ils sont indéfendables devraient faire que c'est une top équipe, mais c'est pas encore le cas. Donc on attend de voir ce que ça peut donner. Maintenant, sur la saison qui vient de passer, il y a ces problèmes collectifs, il y a le problème d'animation autour, mais malgré tout, Giannis, dans ce contexte-là, il est extrêmement performant. Donc qu'est-ce que c'est si tu optimises vraiment ça, en fait? Est-ce que Giannis il devient encore plus efficace? Mais plus efficace que ça, tu viens titiller les meilleures saisons all-time de l'histoire de la NBA. J'étais en train de regarder, il n'a pas été élu All-Defense cette année. Je suis pas surpris, mais c'est parce que l'équipe est 19e defensive rating. C'est ça. Donc exactement. Il y a le côté du biais collectif, et personnellement, j'ai trouvé qu'il était moins bon et moins impliqué. Effectivement, il y a un peu cet aspect de plein de schémas qui ont été testés, un peu différents d'habitude, où voilà, Milwaukee avec son identité. Tu vois, si on prend l'exemple encore pire, celui de Brook Lopez, qui a pas trop changé par rapport à l'an dernier, mais quand tu le fais monter sur pick and roll plutôt que rester bas comme il fait depuis tout le temps, c'est le même joueur, mais le résultat, il est différent. Il est pas bon parce que tu utilises un marteau pour visser un clou, quoi. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Mais tu vois, moi, bon, ok, le mec est pas élu All Defense parce que la saison est pas bonne, et que voilà, il y a le collectif, c'est un argument pour beaucoup. Moi, je regarde certains noms, pour moi, ça reste quand même un mec qui est parmi les 10 meilleurs défenseurs de NBA, largement, facilement. Et encore, j'aime beaucoup tout ce qui est Herb Jones, Caruso, etc. Mais cet aspect de protection de panier, défensivement, il y a aussi une certaine hiérarchie en termes de à quel point tu es capable d'affecter les actions, et donc les pivots et les intérieurs ont plus de valeur que les extérieurs parce que ils peuvent affecter plus d'actions, et surtout la zone primordiale qui est le panier. Pour moi, Giannis, c'est pas une encre défensive en termes de le poste 5 solide, etc., mais le balayage qu'il est capable de faire off-ball, le playmaking défensif, la polyvalence face au ballon. Je te rejoins, hein. Il est peut-être un peu moins bon que d'habitude. Je suis pas sûr de le sortir mon top 5, top 10 défenseur. Donc il y a ça aussi à rajouter, quoi. J'aurais du mal, ouais. Valeur, c'est ce que je disais un peu plus tôt, tu vois, c'est que je trouve Giannis peut être l'attaquant le plus efficace et le meilleur défenseur de l'NBA. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce pic-là qui est top 1
Là, il était un peu en dessous. Par contre, je pense qu'il est dans mon top 5. Ouais, C'est ouais. vrai que on a tendance à, un peu dans les All Defensive Team, dans les récompenses, vouloir récompenser une diversité de joueurs. Aller chercher, du coup, tu as parlé de Caruso par exemple. Maintenant, factuellement, ça reste plus impactant d'avoir un joueur comme Yanis. Et il joue dans le rôle qui est peut-être le plus important aujourd'hui en NBA, où il arrive tout le temps en aide. Il est omniprésent défensivement. Et du coup, si tu retires Yanis de ta défense, bah, encore une fois, c'est le jour et la nuit, tant parce que c'est un défenseur exceptionnel que parce qu'il occupe un rôle crucial, peut-être du coup le rôle le plus important. Brook Lopez est un rouage essentiel, mais par contre, tu peux pas faire plus irremplaçable, je pense, que Yanis. Donc c'est vrai que Yanis, voilà, tu vois, je dis un déclin, c'est comme on parlait plutôt de James Harden et son déclin, on passe du top player qui aurait été top 1 d'habitude au top player qui maintenant sera top 5. Je suis d'accord. Je suis d'accord, donc pas trop de discussion, on le met au numéro 1 du classement pour l'instant, devant Kawhi Leonard et Kevin Durant, pardon, ou Kevin Durant, j'allais dire, on pourra aussi changer éventuellement, mais on le met numéro 1, t'es d'accord? Bah moi, je suis totalement d'accord, hein. Quand tu prends les deux côtés du terrain, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Ouais. Là, de tous les joueurs qu'on a dans le classement actuellement, Kawhi, Kevin Durant, Jason Tatum, Devin Booker, etc., Yanis est top 1 tous les jours. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, donc évacuons ça rapidement. Giannis, nouveau numéro 1 de notre classement, mais l'émission n'est pas finie. Petit quiz Bravo. pour terminer. Petit quiz pour terminer, Giannis. Nous sommes le 24 novembre 2023. Tu as eu pas mal de quiz faciles, mais il est temps de te tester pour de vrai. C'est un poster dunk contre Daniel Gafford. Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk sur Daniel Gafford? Alors, je peux te dire qu'il y a Yanis et Daniel Gafford. Voilà. Tout à fait. Donc 2 sur 10 déjà. Alors, attends, du coup, la date, parce que les Wizards, pareil, c'est un peu bougé et tout. Exactement. Déjà, on est au Wizards. On est le 24 novembre, donc Gafford ou Wizards. Ok. Concentration. Bon, début de saison, gros volume, Jordan Poole. Il n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Ah, tu m'as trouvé un match sur lequel il y a que des remplaçants obscurs et tout. Quelques-uns. Ok, attends, je vais... Deni Avdija, je pense, est là. Pas non plus. Ok, donc on est vraiment sur un truc obscur. Il y a forcément un autre titulaire des Wizards. Il y a genre Oui. Tyus Jones. Exactement. Ok. Corey Kispert. Exactement. Il est là, tout à fait. Allez, attends, parce que du coup là on a 3. Ouais, il te Je manque vais un aller champion NBA. Champion NBA. Lakers. Les Lakers, ils gagnent avec peut-être du coup Kyle Kuzma. Exactement. Kyle Kuzma, tout à fait. Et le dernier, c'est une idole en France. En France, Ouais, c'est une idole en France qui nous a dit tu te rends compte que si on était parti 1h15 plus tôt, on serait arrivé 1h15 plus tôt. Attends, j'ai pas du tout la ref. Quelqu'un qui nous a dit salut Saint-Étienne alors qu'en fait il était à Clermont. Mais je n'ai pas qui du dit tout que je le t'aime, truc. que je t'aime. Qui dit allumez le feu. Attends, attends, Johnny, du coup. Ok, mais je suis très mauvais, désolé, il faudra me pardonner, je suis très très mauvais. En musique française, c'est pas du tout ma cam. Et je pense que Johnny Davis, du coup. Exactement, Johnny Davis. Et je t'ai pas fait le... Oui, je connais l'équipe de France, je connais Zazie. Et moi, la culture, alors ça va sonner très, genre, je suis ricain, j'habite là depuis 200 ans, mais la culture française, je suis trop nul. Je réalise ça avec le temps, mais voilà, faut pas m'attendre là-dessus. C'est pas le vrai Johnny, hein, c'est Johnny Davis, en effet, le jeune drafté il y a pas longtemps. Johnny Davis, Kuzma, Tyus Jones, Kispert et Gafford. Et alors, côté Bucks? Côté Bucks, du coup, j'ai envie de te dire qu'il y a Yanis, du coup, évidemment. Oui. Vu les temps de jeu, Damian Lillard. Oui, tout à fait. Ensuite, c'est galère parce que je sais pas trop si Chris Middleton marche chez des béquilles ou pas. Donc, j'ai commencé par Brook Lopez. Brook Lopez n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, donc Bobby Portis l'est peut-être. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire si Bobby Portis est là, peut-être que Pat Connaughton est là aussi. Exactement. Pat Connaughton est là. Et puis le dernier, ce n'est pas une vigne moche, c'est un... J'aime bien. C'est Marjon Beauchamp, du coup. C'est un beau champ, oui, tout à fait. Incroyable. J'aime bien. Pardon, excuse-moi pour les indices. Hein, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais t'as raison de caler les indices, d'autant plus que je trouve qu'ils rajoutent du fun. Et je te cache pas que j'avais genre 4 ou 5 joueurs en tête avant Marjon Beauchamp. Ah oui, d'accord. Ah mais j'allais te dire voilà. Malik Beasley, j'allais te sortir Cameron Payne, des trucs comme ça, mais pas tout de suite, Marjon Beauchamp.